Bienvenue dans cette émission Réflexion. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Chollet, directeur de la mission évangélique contre la lèpre, aujourd'hui. Sa mission vient de vivre un moment historique puisqu'elle a accueilli en Suisse pour la première fois le congrès mondial de l'ONG. Nous avons profité de la présence de ces spécialistes de la lèpre pour nous intéresser de près à cette maladie méconnue. Éric Chollet, bonjour. Bonjour. La lèpre est une maladie très ancienne. Comment se déclare-t-elle chez l'individu? Alors effectivement, la lèpre remonte à très loin et malheureusement, elle remonte aussi à très loin dans l'esprit des gens de nos populations occidentales. Les premiers signes de lèpre que l'on trouve en Europe, c'est à partir des années 300 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, elle s'est développée et on la retrouve à des moments cycliques différents en fonction des flux migratoires des différentes populations. Maintenant, comment l'attrape-t-on? Alors, il faut savoir que c'est une maladie bactérienne qui se transmet, comme bien des maladies bactériennes, par contact, c'est-à-dire par expectoration, par gouttelettes nasales, lorsque les gens éternuent, crachent. Et c'est le vecteur le plus probable où l'on attrape la maladie. Elle se transmet finalement très facilement. Elle se transmet pas très facilement parce qu'il faut quand même savoir que les 3/4 des gens qui sont atteints par la lèpre ont une forme de lèpre qui n'est pas contagieuse. Et plus de 95% de la population mondiale a une immunité naturelle contre le bacille. Donc, elle ne se transmet pas aussi facilement que cela. Mais simplement, bien sûr, pour des gens qui sont infectieux et qui vivent dans des conditions qui sont défavorables, le bacille a un terrain plus propice pour se développer. Quels sont les symptômes de cette maladie? Les premiers symptômes que l'on peut apercevoir sont des symptômes visuels. Tout d'abord par des taches pâles ou décolorées que l'on peut avoir sur le corps à différents endroits et qui deviennent insensibles. Alors, c'est à l'apparition de ces taches qu'on peut suspecter que le malade est atteint de lèpre ou également par le gonflement de certains nerfs, notamment au bras. Alors, ce sont les vecteurs principaux, disons, qui nous permettent de diagnostiquer la lèpre. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes de cette maladie quand elle se développe davantage dans le corps de la personne? Alors, les symptômes pour le malade lui-même peuvent être justement une gêne au niveau des nerfs où il y a une prolifération des bacilles et qui rend ces nerfs douloureux. Et douloureux aussi un peu à la palpation. Et puis ensuite, très vite, comme ces nerfs sont atteints ou dommagés d'une manière trop importante, les parties du corps deviennent insensibles et c'est là que les risques augmentent de péjoration du corps par des ulcères et autres désagréments liés à la maladie. L'image populaire de la lèpre, c'est justement des gens qui ont des membres en moins. Comment est-ce qu'on passe alors de cette insensibilité à... Est-ce que c'est de l'amputation? Est-ce que c'est... Non, alors, très souvent, on a l'image, ou on a, pas l'image, mais la pensée que c'est la lèpre qui ronge, alors que la lèpre ne ronge pas, mais insensibilise. Ensuite, le malade, par insensibilisation, bien sûr, va se blesser, va se couper, va se brûler, et puis ça va créer des ulcères qui ne seront pas soignés ou mal soignés, très souvent, et finalement, il y aura atrophie des membres ou perte à cause de ça, ou alors il peut y avoir d'autres problèmes dus à ces ulcères, notamment aux pieds, qui peuvent déclarer une gangrène, et puis qui va nécessiter une amputation des membres, pour les cas extrêmes. Alors comment est-ce qu'on soigne cette maladie? En fait, à son stade initial, elle peut être traitée très facilement, parce qu'aujourd'hui, on a des médicaments très efficaces, des antibiotiques qui luttent contre le bacille, et en quelques jours, le patient est absolument libéré de tout bacille.
Et lorsqu'on le trouve au stade primaire, c'est-à-dire lorsqu'on détecte ces taches insensibles, le malade peut être soigné ambulatoirement sans qu'il encourt aucun danger par la suite, ni risque de dommages. Le problème, c'est justement à cause de la crainte, superstition qui entoure cette maladie, que le malade va se cacher, ne va pas se présenter à des systèmes de contrôle de santé, et il va pouvoir se cacher pendant des années, puisque la maladie se développe très lentement. Et puis au fil des années, il est bien sûr que les dégâts alors deviendront irréversibles bien souvent. Mais même si le patient est pris en charge plus tard, on peut le soigner? Alors, on peut le soigner au niveau bactériologique, sans aucun doute. On peut apporter aussi une aide au niveau chirurgical. Là, il y a des possibilités de restaurer certaines fonctions, notamment lorsque les mains sont en griffe et se referment dû à des nerfs moteurs qui sont touchés. Alors là, on pourra opérer une main et puis lui redonner sa mobilité, sa fonction. Par contre, la sensibilité, si elle est perdue, elle sera perdue à tout jamais. Mais s'il est si facile de soigner cette maladie, comment expliquez-vous qu'elle n'ait pas disparu complètement et qu'elle réapparaisse selon les époques? Le fait qu'elle réapparaisse à différentes époques est quand même lié aussi aux conditions sociales, politiques des pays dans lesquels cette maladie est effective. Alors, il suffit, par exemple, de troubles de guerre qui isolent totalement un pays ou une partie d'un pays, où on n'a plus accès à des services de santé normaux. Et c'est sûr que les malades, à ce moment-là, restent des sources potentielles à risque pour leur environnement parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à des soins. D'accord. Aujourd'hui, on parle assez peu de la lèpre dans les médias, en tout cas en Europe. Comment est-ce que vous parvenez à mobiliser et à recruter des collaborateurs pour lutter contre cette maladie? Alors, des collaborateurs, on n'a pas trop de peine à en mobiliser ou à en trouver. Il faut savoir que déjà, la plupart des collaborateurs que l'on a à ce jour sont des autochtones. Ce sont des gens qu'on essaye déjà de trouver sur le terrain. Et il nous faut quelques spécialistes expatriés que nous avons, mais qui sont de loin pas la majorité. C'est une très petite minorité. Et pour ces postes-là, on a toujours un potentiel ou un réservoir de personnes à disposition qui sont prêtes à s'engager pour lutter contre cette maladie. Au congrès de CVAT, nous avons rencontré un médecin allemand, Johannes Schäfer, qui était avec vous sur le terrain. Oui. Et nous lui avons posé cette même question. Qu'est-ce qui le motive à s'engager dans la lutte contre la lèpre? Je vous propose de découvrir sa réponse. À cette époque-là, on avait toujours le problème qu'il y a un grand nombre de lépreux qui n'étaient pas traités. Au Tchad, on parlait de 10 000 personnes qui n'avaient pas de traitement, même que nous, depuis les années 80, on sait qu'il y a un traitement qui ne coûte pas cher, qui est très efficace et qui n'a pas des effets secondaires très importants. Alors, vous avez été 5 ans sur le terrain. Quel est votre souvenir le plus marquant de cette période? De cette période, bon, quand on a commencé, on nous disait il n'y a rien pour les lépreux. Quand on a travaillé 5 ans, on a travaillé avec le programme national de lutte contre la lèpre. On a fait un projet modèle et on a travaillé pour tout le pays. On a pu mettre, je pense, 80% des malades sous traitement. Je me rappelle une fois, nous avons mis sous traitement dans 3 jours 300 malades. Ça, c'était quelque chose de très étonnant. Pourquoi avoir choisi de partir avec la mission contre la lèpre? Ah bon, le concept, ça nous a vraiment convaincus parce qu'on est très ciblé sur ce qu'on veut faire. C'est une mission très professionnelle d'un côté, mais il y a aussi le côté spirituel qui me plaît beaucoup. Mais c'est une mission très professionnelle et ça nous a beaucoup plu toujours.
Vous parlez d'un côté spirituel. Quel est l'apport spirituel de cette mission sur le terrain concrètement? Je pense que c'est surtout la dédication du personnel qui est là. On a toujours, on sent toujours, pour nous, ce qui est important, c'est l'amour de Christ, de vivre cet amour dans la réalité, dans tous les jours. C'est quelque chose qui est là avec à tous les niveaux dans la mission. C'est ça qui nous a beaucoup impressionné et qui nous a beaucoup plu. À CVAT, plusieurs personnes nous ont parlé de cette spécificité chrétienne. Quel rôle tient-elle dans votre mission? Cette dimension est essentielle, voire primordiale. Elle est en fait à la base de l'origine de notre mission, parce que lorsqu'elle a commencé en 1874 par Wellesley Bailey, un jeune Irlandais qui est parti en Inde, qui était confronté pour la première fois à des lépreux, il ne s'y attendait absolument pas. Il a décidé de consacrer sa vie à ces gens. Et que pouvait-il faire? Il n'y avait rien au plan médical. Ce qu'il pouvait faire, c'était tout d'abord leur apporter cette dimension chrétienne, cette compassion chrétienne, qui redonnait un nouvel espoir à ces gens qui étaient rejetés, isolés. Et ça a été un facteur très, très important dans ce début de ministère, et qui, au fil des ans, la mission, comme l'a dit le docteur Schaeffer, est devenue très professionnelle, mais en gardant cette caractéristique-là du ministère de compassion chrétienne lié au professionnalisme. Parce que cette dimension a encore toute sa valeur aujourd'hui, parce que ces gens sont atteints non seulement dans leur physique, mais aussi très profondément dans leur âme, dans leur être tout entier. Donc ce problème d'accompagnement aussi spirituel a des effets très, très bénéfiques dans la réhabilitation totale de la personne. Alors, à CVAT, nous avons rencontré quelqu'un que vous connaissez bien, Silvano Perotti. C'était un des initiateurs de la mission évangélique contre la lèpre en Suisse. Je vous propose de découvrir ce que lui a répondu à la même question. Quelqu'un qui souffre de cette maladie est tamponné comme étant contaminé. Il est exclu de la société. Et quand on vient au nom du Christ et on accueille la personne, alors souvent, c'est eux qui prennent l'initiative et qui posent la question « Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Et c'est pas si le symbole de la mission est visible, mais c'est basé sur Marc 1, 31, l'évangile de Marc, qui est quand le lépreux se met à genoux et dit « Jésus, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. » Et Jésus le touche et il devient impur en touchant le lépreux selon la culture et la tradition du temps du Nouveau Testament, et il s'identifie avec la marginalisation du lépreux. Alors, avec cet arrière-plan, ça nous donne une porte ouverte pour annoncer la bonne nouvelle qu'en Christ, personne n'est exclu et l'être humain a été créé à l'image de Dieu avec une dignité, et il ne doit pas permettre à une maladie comme la lèpre, qui n'est pas très contagieuse, qui n'est pas très grave en soi, si elle est soignée à temps, détruire cette dignité humaine des hommes et des femmes que Dieu a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils pour eux. Nous vous le disions en introduction de notre émission, la mission évangélique contre la lèpre suisse a vécu un moment historique cette année. Elle a en effet accueilli le congrès mondial de l'ONG à CVAT, au bord du lac de Thun, du 4 au 6 juin dernier. 135 médecins et spécialistes de récolte de fonds pour cette lutte contre la lèpre étaient réunis en congrès. Je vous propose de découvrir ce congrès en images au bord du lac de Thun. Éric Chollet, vous aviez bien fait les choses, il y avait une magnifique ambiance, un beau site. Oui, alors c'est vrai qu'on était dans un cadre, comme on peut le voir, vraiment idyllique, et nous devions de propager aussi cette image typique suisse en invitant par exemple ce groupe de Corps des Alpes qui donnait vraiment une note typique de notre pays. Et chacun a beaucoup apprécié cette performance qui était exceptionnelle pour la plupart d'entre eux. Alors là, on voit plutôt un moment de détente par rapport au reste de vos journées. Vos travaux ont tout de même été studieux? Oui, alors là, c'était juste
avant la partie officielle de la remise des prix de Wellesley Bailey, les prix lèpre, qui va récompenser 2 lauréats, qu'on verra tout à l'heure. Alors c'était entre la fin du repas et la remise du prix Wellesley Bailey dont on parlera un peu plus tard. Ce congrès est aussi un lieu de contact où on échange des expériences? Alors, c'est aussi très important parce que ça réunit des personnes, comme vous l'avez dit, de 35 pays. Et c'est l'occasion pour nous d'être aussi mis à jour sur les dernières informations et de prendre les contacts les uns avec les autres. Alors ici, nous avons M. Koichi Kondo, un Japonais, qui est un des 2 lauréats qui recevra un prix de la lèpre. Vous voyez, ce monsieur a été très, très fortement marqué par la lèpre avec des séquelles très, très graves. Et il s'est distingué en créant un groupe de musique jazz au sein de son asile de lépreux. Et puis, avec son brass band, il ira sillonner le Japon et ça va être un bon moyen de réhabilitation pour ces gens et de réintégrer la lèpre dans l'esprit des gens. Je vous propose de découvrir son morceau de musique qu'il a joué à cette occasion. Là, on voit le président international de votre ONG lui remettre le prix. Oui. Monsieur John Clement. John Clement, qui est un Canadien. Et qui occupe cette position de président à titre bénévole, bien sûr. Le prix Wellesley Bailey récompense tous les 2 ans soit des victimes de la lèpre qui se sont illustrées par leur courage, ou alors des personnes engagées dans la lutte contre la lèpre. Cette année, nous avons vu, c'est le japonais que nous avons vu à l'écran, Koichi Kondo, et sa lutte contre la maladie par la musique, qui a été récompensée, tout comme une indienne, Mary Nevis, qui est employée des chemins de fer indiens. Nous lui avons posé la question comment est-ce qu'elle a vécu cette remise de prix. Vraiment, c'était merveilleux. C'était une récompense magnifique, quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Et j'étais tellement heureuse de le recevoir. And I'm so happy to receive it. En fait, j'étais dans un forum national et j'ai reçu le message de mon coach de l'université de Batailla. Je n'en croyais pas mes yeux à la lecture de ce message. J'étais tellement heureuse. Quel est votre rêve? Celui d'éradiquer la lèpre en Inde? Quel est votre rêve pour l'avenir? Je ne sais pas si c'est possible, parce que tant que le monde existera, il y aura toujours des maladies. Mais je veux un monde sans cicatrices, en tout cas plus de séquelles qui affectent les gens touchés par la lèpre.
Je ne veux plus de discrimination, plus de préjudice. Tout ça devrait disparaître. Il faudrait que toutes les personnes touchées puissent être traitées de façon équitable. Equally. And are you optimistic Êtes-vous optimiste pour ce rêve? dream? Yeah. Oui, je crois. Je crois que tout cela va devenir une réalité un jour. Et j'espère que ce jour viendra bientôt. Devant ces images émouvantes, Éric Chollet, partagez-vous l'enthousiasme de Marie Nevis? Alors tout à fait, je pense que le rêve est très important dans la vie pour pouvoir atteindre certains objectifs, même si le rêve reste souvent au-delà de ce qui est réaliste. Et comme elle l'a dit, elle rêve qu'un jour chacun puisse être traité également. Et je pense que c'est ça le défi le plus grand dans la lutte contre la lèpre. Éradiquer la lèpre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus une personne atteinte de la lèpre dans le monde, je pense que c'est une utopie. Mais par contre, qu'elle soit acceptée comme personne atteinte d'une maladie, comme toutes les autres maladies, ça c'est un défi qui peut être relevé. Et il peut l'être grâce aussi à une sensibilisation, à une information massive des populations où elle est effective, comme dans nos propres populations dans nos pays. Nous avons posé la question à d'autres congressistes s'ils étaient optimistes dans l'avenir de votre travail, à savoir la lutte contre la lèpre. Écoutez leurs propos. Ce serait merveilleux si nous célébrions la fin de la lèpre, mais je pense que cela est trop optimiste. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de nos services, d'être décelés, puis soignés, mais aussi traités pour les dommages provoqués par la lèpre. Il y a beaucoup à faire. La lèpre peut conduire à toutes sortes de séquelles irréversibles au niveau des nerfs, des mains, des pieds, des yeux, ainsi qu'une perte de toute sensibilité. Il y a beaucoup d'effets désastreux possibles suite à cette maladie, et donc il y a encore beaucoup de travail devant nous. Nous avons tous les outils, mais il faut les mettre en place. Et je pense que c'est ça le défi maintenant. On sait beaucoup sur la lèpre, on a les médicaments et tout ça, mais dans les conditions actuelles, il y a beaucoup de lépreux qui ne sont pas atteints encore. Nous avons la crise, par exemple, au Darfour, qui a des répercussions aussi pour le Tchad. Et là, il y a toute une région avec beaucoup de lépreux qu'on connaît qui, pour le moment, ne sont pas sous traitement. Je pense qu'il y aura toujours une proportion importante de cas dans 10 ou 20 ans, ceci bien que le fardeau de la maladie devienne plus léger. Parce qu'il y aura toujours ces millions de personnes qui ont été atteintes par la lèpre et qui ont eu des séquelles liées à la maladie. Elles ont encore besoin d'aide et aussi d'une voix qui les représente pour les réhabiliter dans leurs droits et leur dignité d'être humain. On le voit, la lutte n'est pas gagnée d'avance. Il y a encore beaucoup de travail. Quelle est, Éric Chollet, votre préoccupation ici en Suisse dans cette lutte contre la lèpre? Alors, ma tâche principale, comme celle de 24 autres collègues dans le monde qui font de la recherche de fonds, c'est effectivement de trouver du support dans nos pays pour financer tous les programmes qui sont sous notre responsabilité, mais aussi pour faire de la sensibilisation et pour faire de cette maladie une maladie ordinaire. Donc, c'est non seulement un aspect de simplement collecteur de fonds, mais aussi d'information massive pour changer la mentalité des gens et éviter toute crainte ou simplement mauvais concept lié à cette maladie qui reste ou qui marque nos esprits depuis trop longtemps. Éric Chollet, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et merci, mesdames et messieurs les téléspectateurs, d'avoir été fidèles à l'émission Réflexion. À une prochaine fois. Au revoir.